Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédocriminalité en ligne, donc pour compléter les capsules précédentes qui avaient concerné donc les violences sexuelles. On avait abordé les violences sexuelles incestueuses, mais on n'a jusqu'à présent pas parlé de la pédocriminalité en ligne. Et donc pour ce faire, je vais m'inspirer d'un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par une commandante de police, Madame Véronique Béchu, derrière l'écran, combattre l'exploitation de la pédocriminalité en ligne. Ce livre est paru en avril 2024 et je vous avoue que j'ai appris énormément de choses à l'intérieur. Ça m'aide beaucoup dans les interventions que je peux mener sur les violences sexuelles et les interventions que je peux mener aussi auprès d'un public plus scolaire, collégien, lycéen et autres. Donc, Véronique Béchu est une femme exceptionnelle qui a rejoint, je vais vous faire un petit peu son parcours dans quelques secondes, qui a rejoint l'association e-enfance et donc qui ne fait plus partie de l'OFMIN, l'Office des mineurs donc de Paris, depuis, je pense, 1 an ou 2. Je n'ai pas la date exacte de son départ, mais voilà, elle laisse derrière elle ce livre et elle continue en tant que présidente de cette, non directrice, pardon, de cette association, à œuvrer pour la protection des enfants. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de pédocriminalité? Eh bien, c'est un terme qui désigne l'ensemble des actes criminels et délictuels de nature sexuelle qui sont commis à l'encontre des mineurs. Il s'agit donc de toutes les agressions sexuelles, on les a déjà détaillées, avec ou sans pénétration, avec ou sans contact, les actes, comment dire, dans les actes sans contact, il ne faut pas oublier évidemment la production, la diffusion d'images pédopornographiques, leur envoi, la réception, le partage en fait de ces images et évidemment la consultation de ces images. Alors, qui est Véronique Béchu? Véronique Béchu, elle a fait 25 ans au sein de la police judiciaire dans des services de protection des mineurs. Elle était donc, comme je vous l'ai dit, commandant à l'OFMIN, après avoir fait 13 ans donc à la brigade des mineurs de Paris, affectée donc au groupe central des mineurs donc qui s'occupe de la cyberpédocriminalité et de la pédocriminalité itinérante, qui était appelé précédemment tourisme sexuel, pour vous dire la négligence, le mépris qu'on pouvait avoir pour ces actes criminels qui sont commis sur des enfants qu'on appelait tourisme sexuel. Bref, moi, ça me fait toujours dresser les cheveux sur la tête, comme le terme abus, où on parle souvent d'abus sexuels, d'abus sur des enfants. Non, non, ce n'est pas des abus. Quand on abuse de quelque chose, c'est quelque chose qui est autorisé. Comme par exemple abuser, je ne sais pas moi, du vin rouge. C'est autorisé de boire du vin ou de l'apéritif, c'est autorisé. Quand on abuse, c'est quand on en boit trop. Mais ce n'est pas illégal de boire trop de vin. Simplement, il ne faut pas prendre le volant derrière. On va dire ça comme ça. Donc, non, il n'y a pas d'abus sexuel sur les enfants, il n'y a pas d'abus sexuel non plus sur les adultes. Il y a des agressions sexuelles. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans une précédente capsule, mais c'est vrai que ce terme-là me sort par les yeux lui aussi. Donc, cet OFMIN, il a été créé en 2023. Et donc, Véronique a pris la tête du groupe Stratégie. Donc, ses missions principales, c'était le partenariat entre les différents services, la coopération internationale aussi, notamment pour ce qui est des infractions relevant de la pédocriminalité itinérante ou également des infractions commises en streaming.
Donc des infractions qui sont commises à l'autre bout du monde et pour lesquelles des milliers, peut-être des millions d'individus pédocriminels vont acheter pour 20 € la possibilité de regarder en ligne des viols d'enfants, des meurtres d'enfants, etc. C'est ça le streaming. Donc, elle a évidemment que ça nécessite la coopération internationale des polices. Voilà, j'en parlerai pas plus du streaming. Je vous recommande la lecture du livre de Véronique dans lequel elle en parle. Mais bon, je veux rester vraiment très soft parce que ça me tourne l'estomac quand je parle de ce type d'infraction. Donc, il y avait également la communication, la formation des unités locales et le pilotage de la filière mineure de la police nationale. Donc, un gros boulot, sachant que cette OFMIN recevait quand même 870 renseignements criminels par jour, 870 signalements, renseignements criminels, pour, à l'époque, 18 enquêteurs. Alors, dans son livre, elle dit que ce service devrait être en expansion, puisque à un moment, elle nous dit donc qu'il devrait passer donc à 45 effectifs en 2024. Son livre est paru en avril 2024, donc visiblement, ce n'était pas encore fait lorsque son livre est paru. Puis en 85 en 2025. Voilà, et elle citait en référence, par exemple, les Pays-Bas, qui ont un service de même nature qui comprend 250 policiers, et en Angleterre, 321 policiers. Donc bon, on est loin des tristes chiffres de la France. Alors, pour continuer sur les apports du livre de Véronique, quelques petites phrases donc, que j'ai tirées de son livre. En 2023, dit-elle, la France est annoncée comme le 2e hébergeur de contenu pédocriminel au niveau européen. Ce chiffre a été contesté. Et dans des rapports officiels de l'Assemblée nationale, la France serait, en 2023, le 4e hébergeur de contenu pédocriminel au niveau mondial et le 5e au niveau européen. Donc déjà, dans ces deux chiffres, il y a un problème. Comment peut-on être 4e hébergeur au niveau mondial et seulement 5e au niveau européen? Donc voilà, elle, dans son livre, en page 93, elle dit « La France est annoncée comme le 10e hébergeur en Europe, après les Pays-Bas, et le 9e pays au monde. » Donc pour elle, la France était quand même plus loin au niveau du monde. Donc nos députés, eux, ils sortent un rang de 4e. Bon, elle était également au 5e rang mondial, donc en 2022. Par contre, dans son livre, elle indique que la France était au 5e rang mondial en 2022. Voilà, et en tout cas, l'Europe, en 2024, héberge 66% des contenus pédocriminels qui circulent dans le monde. Donc, c'est absolument effarant. L'Europe est le pourvoyeur donc, des contenus de pédocriminalité. Il y a des chiffres que je vous donnerai tout à l'heure. Donc, elle dit également que 27% des cyberpédocriminels qui cherchent à entrer en contact avec des enfants y arrivent, 48% par un réseau social et 41% par un jeu en réseau. Elle énonce que 100 000 connexions de nature pédocriminelle sont permanentes sur la carte de France, puisque à l'OFMIN, ils tiennent une carte qui est en ligne et qui est alimentée en permanence. En 2024, l'âge moyen des victimes de pédocriminels en ligne est de 4 ans, et vous découvrirez dans son livre que l'âge moyen, c'est vraiment une moyenne, puisqu'on a des nourrissons qui sont victimes d'actes de pédocriminalité en ligne, et puis évidemment des enfants un peu plus âgés. Donc c'est quelque chose qui couvre tout l'âge de 0 à 18 ans. En France, en moyenne, un enfant de moins de 3 ans apparaît sur les réseaux sociaux dans 1300 vidéos ou photos qui sont postées par ses parents.
Et enfin, la dernière phrase absolument hallucinante, 83% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce sont vraiment des phrases très percutantes tirées donc de son livre. Alors, selon la Commission européenne, et ça je vous l'avais déjà dit, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en ligne et ou hors ligne. Hein, donc, un enfant sur 5. Et il y aurait 3 victimes de violences sexuelles intrafamiliales par classe, soit un enfant sur 10 en moyenne. C'est 2 sur 10 si l'on considère les enfants victimes de l'ensemble du spectre des infractions sexuelles, c'est-à-dire les infractions avec ou sans pénétration, les infractions avec ou sans contact physique et donc toutes les infractions pédocriminelles en ligne que l'on voit. Donc 2 enfants sur 10 sont victimes dans notre pays. Pardon, au niveau européen, donc forcément dans notre pays. En 2025, 105 millions de nouvelles images et vidéos pédocriminelles ont été découvertes dans le monde, soit une hausse de 25% par rapport à 2024. Une victime sur 4 qui contacte le numéro 3018, qui est le numéro d'association e-enfance dont on va parler un peu plus loin, à moins de 11 ans. Une victime sur 4, donc soit 25% des enfants qui contactent e-victime par téléphone à moins de 11 ans. Elle rappelle dans une interview dont je vais vous donner d'ailleurs immédiatement le lien, comme ça si vous voulez le noter et aller lire cette interview. C'est donc ma deuxième source hein, pour cette capsule aujourd'hui. C'est son interview, mais j'ai pas pu évidemment tout prendre. Donc elle dit qu'un enfant dont les comptes sur Internet ne sont pas paramétrés, donc qui va paramétrer, c'est les parents. Hein. Donc un enfant dont le compte n'est pas paramétré est sollicité sexuellement en moins de 11 minutes. Donc c'est la réception de photos à caractère sexuel, c'est des sollicitations pour des photos alors qui ne sont pas forcément à caractère sexuel tout de suite, mais qui peuvent le devenir, ou en tout cas pour chatter et s'avire très rapidement à des contenus sexuels. 77% des passages à l'acte en matière d'infraction en ligne sont faits dans le cercle de confiance de cet enfant, dans son cercle familial et d'environnement proche, donc les amis, ou le cadre institutionnel avec des personnes qu'il rencontre à l'école, au sport, etc., etc. Donc on est vraiment sur une infraction de proximité. Hein, on a toujours l'impression que ce qui est cybercriminel est plutôt commis par des inconnus, ce n'est pas le cas, en tout cas en matière de pédocriminalité. Le shouting, c'est un mot anglais, va désigner le partage des photos des enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que 50% des images pédocriminelles qui circulent sur le net proviennent des partages innocents qui sont faits par les parents. C'est pour ça, quand on vous dit n'affichez pas vos enfants, ne postez pas des images, des vidéos avec vos enfants sur les réseaux sociaux en mode public, c'est pour cette raison. Mais si je reviens un petit peu en arrière, 77% des auteurs sont des proches, et bien même les photos qu'on envoie sur un compte privé peuvent être exploitées à des fins de pédocriminalité. Donc ça, c'est vraiment important que les parents en aient conscience. Les images et vidéos qui circulent immédiatement dans le monde entier, de façon irréversible, font qu'on ne peut pas, ou on peut difficilement contrôler, on ne peut pas en fait le contrôler, c'est pas vrai. E-enfant
on va l'expliquer un peu plus loin, arrive lorsqu'il y a des enfants qui signalent des contenus nuisibles, enfin qui leur sont nuisibles en ligne. e-Enfant fait son possible, est en contact avec les plateformes pour les supprimer, mais une fois que c'est partagé, une fois que c'est téléchargé par des criminels, ils en font ce qu'ils veulent. Donc c'est impossible de revenir dessus d'une manière imperméable à 100%. Donc les relations entre les pédocriminels sont également facilitées par leurs échanges de pratiques sur les réseaux sociaux. Les pédocriminels sont en lien. Ils sont en lien non seulement pour s'échanger des contenus pédocriminels, mais aussi pour échanger sur leurs pratiques pédocriminelles, pour identifier les plateformes qui sont les moins sécurisées, plateformes évidemment qui reçoivent des enfants, donc ils vont aller chercher des enfants sur ces plateformes les moins sécurisées. Ils font eux-mêmes une espèce de veille juridique, de façon à s'adapter aux mesures législatives qui sont prises et de pouvoir échapper aux sanctions. Voilà, et pour modifier leur comportement en ligne, pour prévenir, pour se protéger de toutes nouvelles mesures de protection qui sont mises en place. Donc, c'est des gens qui s'adaptent en permanence. C'est des obsédés. Ces gens-là sont des chasseurs, ils sont obsédés par les enfants, et comme un bon chasseur, eh bien, ils vont éviter les pièges, ils vont éviter tout ce qui peut mettre fin à leur activité pédocriminelle. Alors, je m'excuse parce qu'il y a peut-être des chasseurs parmi vous. On va parler de prédateurs à ce moment-là. On va parler plus de prédateurs que de chasseurs. Mais le prédateur, un animal prédateur, c'est un chasseur. Alors, les prédateurs, justement, recherchent un premier contact sur les grandes plateformes. Alors, quelles sont les plateformes qui sont les plus concernées? Ça, c'est intéressant à savoir. Si vous avez des gens autour de vous qui ont des enfants, mais n'hésitez pas à partager cette capsule, n'hésitez pas à partager le lien de cet article, n'hésitez pas à partager également les références du livre de Véronique Béchu. Tous les parents devraient savoir ces informations-là. Donc, les grandes plateformes sur lesquelles ils vont chercher les enfants, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Roblox et c'est Discord. Et ensuite, pour les échanges avec ces enfants, puisque ces échanges vont devenir criminels, ils vont se diriger vers des applications qui sont cryptées, qui sont chiffrées, donc WhatsApp ou Telegram, et qui normalement sont interdites aux mineurs. Alors, le mode le plus répandu pour entrer en contact avec des enfants, c'est le grooming. Alors, il y a deux types d'auteurs de grooming. Il y a ceux qui vont se faire passer pour des enfants, pour s'approcher des enfants. Donc, et puis ceux qui vont, se présenter comme des adultes bienveillants, qui vont agir pour la sécurité des enfants. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer en contact et en confiance avec ces enfants. Donc, évidemment, pour rentrer en contact avec un enfant, il faut connaître toutes ses failles. Donc, ils vont d'abord, effectivement, suivre leur profil, suivre leurs publications sur les plateformes les moins sécures. Et ils vont repérer des enfants qui ont des difficultés scolaires, des enfants qui ont des difficultés familiales, des enfants qui peuvent porter une certaine forme de handicap. Et voilà, des enfants naïfs, des enfants qui publient beaucoup, des enfants qui ont besoin d'être admirés, qui ont besoin d'être mis en valeur, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils vont cibler leur proie. Et une fois que cette proie, elle est bien verrouillée, eh bien, on va lui demander des photos d'elle, et puis ça va être des photos plus intimes, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on est en lien, qu'on récupère des photos de mineurs. Et bien évidemment, après, on arrive sur la sextorsion, c'est-à-dire le fait de menacer l'enfant quand il dit « stop, je ne veux plus », on le menace
pour obtenir d'autres photos qui vont devenir évidemment de plus en plus intimes. Donc c'est vraiment quelque chose d'affreux que vivent ces enfants. Ces contacts peuvent être très, très rapides. Il y a les chiffres, c'est en quelques minutes, hein, les chiffres sont inscrits dans le livre de Véronique. Vraiment, en quelques minutes, un enfant peut peut passer d'un monde normal, d'un monde familial, sécure, et cetera, à un monde terrifiant où il est victime donc de ces prédateurs. Voilà, et donc il y a une partie des auteurs de sextorsion, évidemment, qui ne sont pas forcément concernés par d'autres images intimes de l'enfant, mais par de l'argent. Et c'est ce qui peut amener aussi des enfants à voler de l'argent, à utiliser la carte bleue de papa-maman, enfin, en sachant que à un moment, ça va sortir si les parents surveillent au moins leur compte. Voilà, donc ce phénomène des sextorsions a beaucoup augmenté de 460% pendant les années 2021 à 2023, donc évidemment les années de Covid qui ont créé beaucoup de fractures psychiques chez nos enfants, chez nos ados, et donc là aussi c'est monté en flèche. Alors, le rôle de l'intelligence artificielle dans la sextorsion, eh bien, ça peut simplifier pour ceux qui ont des difficultés à entrer en contact avec des enfants, comme on vient de l'expliquer. Eh bien, eux, ils vont aller carrément sur les partages faits par les parents, par les ados eux-mêmes, les partages publics, où ils vont récupérer des photos d'enfants. Et puis après, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour les modifier et pour mettre ces enfants, ces corps d'enfants, ces visages d'enfants, pour les scénariser sur des scènes sexuelles. Et bien évidemment, après, ils peuvent entrer en contact avec ces jeunes et les menacer de divulguer ces images s'ils ne payent pas. Donc on revient sur le contexte de l'extorsion. Donc ces comportements sont commis par des adultes, mais aussi depuis quelques années par des mineurs eux-mêmes sur des plateformes de jeux, sur des forums et sur les réseaux sociaux. Les parents, lorsqu'ils mettent leurs enfants, ils leur permettent d'avoir une console de jeu, il faut bien qu'ils prennent en compte que si elle est connectée, leurs enfants sont en contact avec n'importe qui, peuvent être en contact avec n'importe qui, et notamment avec des prédateurs. Donc, il faut arrêter de penser que ouais, je leur achète des jeux, je leur achète une super console, ils sont en sécurité, ils sont dans leur chambre, etc. Non, la chambre, ça finit par devenir l'enfer pour les enfants, le lieu criminogène. Alors, méfiance aussi par rapport alors on sort un petit peu de ce sujet, mais les intelligences artificielles compagnons. 11% des enfants qui utilisent l'IA compagnon, donc c'est un nouveau camarade, hein. Avant on avait l'ami imaginaire avec qui on parlait, etc. Là, ces enfants-là, ils sont avec une intelligence artificielle et donc ils en deviennent dépendants. Et Véronique, dans cette interview, elle cite elle s'est créé un compte, elle s'est fait passer pour une enfant, hein, un compte d'enfant. Elle a discuté avec une intelligence artificielle. Et à cette intelligence artificielle, à un moment, elle lui propose de faire des photos intimes. Et aussitôt, l'intelligence artificielle lui dit on va changer de lieu, on va aller sur une plateforme sécurisée, donc WhatsApp ou Telegram. Donc c'est quand même un truc de fou. Alors, e-Enfant. e-Enfant, c'est une association qui a été créée en 2005 par une psychologue spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et qui a anticipé le développement de l'usage d'Internet qui passerait plutôt du milieu professionnel à un milieu familial. Et au niveau du milieu familial, et bien évidemment, avec l'usage qui serait mis à disposition des enfants. Donc, elle a
anticiper sur les risques liés à cette arrivée d'Internet dans les familles. Et quand on sait donc que 83% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux, eh ben, elle s'est pas trompée. Elle s'est vraiment pas trompée. Donc ce 3018, eh bien, c'est un numéro d'appel pour des enfants ou des parents qui rencontrent une difficulté liée à la cyberpédocriminalité, mais également au harcèlement plus classique, ce qu'on appelait avant le harcèlement scolaire, qui commence à l'école et puis qui se poursuit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce 3018, il est là pour les problèmes sur les réseaux sociaux et sur le harcèlement dit scolaire plus classique. Cette association, c'est intéressant, est le premier organisme en France désigné comme signaleur de confiance au titre du Digital Service Act de l'Union européenne. C'est-à-dire que les signalements que fait l'association e-enfance sont priorisés par les plateformes des réseaux sociaux. Donc, ils vont, lorsque e-enfant leur demande de supprimer des contenus qui sont préjudiciables donc à des enfants qui ont signalé, ou des parents, bien évidemment, eh bien, ces suppressions sont traitées en urgence. Alors, en principe, c'est quelques heures pour les supprimer, avec la réserve que je vous ai dit tout à l'heure, que si c'est partagé, téléchargé, etc., ils ne vont pas pouvoir remonter toute la file. Donc, ce qui est posté est posté. Bon, on peut supprimer ce qui est dans l'environnement de l'enfant, voilà, mais voilà, au niveau mondial, ce n'est pas possible de tout supprimer. Donc, et la plus rapide suppression qu'ils ont obtenue, c'est en 8 minutes sur WhatsApp. Donc, ça reste exceptionnel, mais voilà, c'est quand même une association qui est très écoutée. Alors, dans cet article, elle parle de prévention. Comment faire de la prévention? La prévention, eh bien, les premiers acteurs, ce sont les parents. Donc, elle parle, elle, de parentalité numérique comme une solution fondamentale. Évidemment, les parents, c'est eux qui vont mettre un téléphone dans les mains de leurs gamins. À quel âge d'ailleurs? À quel âge? Quand on sait que la télévision ne devrait pas, des enfants de moins de 3 ans ne devraient pas regarder la télévision. Donc, alors, le téléphone et tout le numérique négatif, mais même à partir de 3 ans, la télévision, c'est 10 minutes par jour, point barre. Et pour, les réseaux sociaux, eh bien, il va falloir y aller en douceur. Et je pense quand même, enfin ça c'est un avis, je ne sais pas s'il est partagé par des professionnels, mais pas avant 8 ans. Pas avant 8 ans. Et accompagner des parents. C'est-à-dire qu'on ne met pas un gamin en autonomie sur un ordinateur ou sur un téléphone. Combien de fois on voit dans les salles d'attente chez Toubib ou je ne sais où, des tout petits là qui sont avec le téléphone de maman ou de papa là, parce que là évidemment ils s'énervent, donc on leur file le téléphone, et puis ça les énerve encore plus, et puis surtout ça crée une addiction. Donc ces enfants, après, quand tu leur enlèves le téléphone, ils braillent, forcément. Donc le téléphone, c'est pas une babysitter. Donc dans les salles d'attente, il y a des bouquins, il y a des jeux, donc où on amène ses propres jeux, le dernier bouquin de l'enfant, où on lui parle, on s'occupe de lui et on ne lui file pas un téléphone comme babysitter. Donc chaque adulte déjà devrait disposer d'un niveau d'information convenable pour pouvoir protéger ses enfants. Niveau d'information, ça peut démarrer avec cette capsule que vous partagez, le livre de Véronique ou l'interview dont je vous remettrai tout à l'heure le lien. Un niveau de connaissance suffisant, pour quoi faire? Pour répondre aux questions des enfants et puis pour réagir correctement quand ils ont un problème. Parce que la mauvaise réaction, ça va te dire, je te donne un téléphone, tu as 8 ans, je te donne un téléphone ou un ordi ou une tablette, peu importe, ou une console de jeu, mais s'il y a le moindre problème, je te l'enlève. Terminé. Oui, ça c'est idéal pour que l'enfant ne s'en plaigne jamais. Voilà, là on fait une victime, vraiment une super victime, on la livre au futur prédateur. Donc,
Niveau d'information, c'est primordial. Un niveau de pédagogie, un petit peu de pédagogie quand même. Donc chaque adulte doit s'intéresser à la vie numérique de son enfant. Quand ils arrivent le soir, enfin dans une famille normale, hein, ben on leur demande comment s'est passée la journée à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils ont rencontré, patati patata. Et ben sur le numérique, c'est pareil. Donc tu as 7 ou 8 ans, voilà, tu as 1 heure, de consultation, de recherche sur, les réseaux sociaux ou 1 heure de jeu, hein, peu importe. Je suis pas loin, ça se passe dans la salle où je suis, à côté de toi, je peux t'entendre, je peux entendre, ce que quand tu es en lien avec les autres, je peux entendre ce qui se passe, hein. Quand ils sont en jeu en ligne, je peux entendre avec quel jeu tu joues, hein, un jeu qui soit à ton âge. Donc déjà, on regarde les pictogrammes sur les jeux, comme sur les films, avec les âges qui correspondent. Et donc, après, ben, je te demande, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné, avec qui tu étais, etc. Tu connais tout le monde, mais évidemment, on ne peut pas parler aux inconnus, hein, voilà. Il faut quand même savoir que les collégiens passent 6 heures par jour au collège, en moyenne, et 6 heures en ligne aussi en moyenne. C'est les chiffres de l'Arcom. Alors, bon, je sais que l'Arcom, on n'a pas forcément super confiance en eux, mais bon, voilà. Et je pense que c'est une moyenne, donc il y en a, c'est beaucoup moins, et il y en a, c'est beaucoup plus, et ça, c'est de la réalité. Excusez-moi, je bois un petit coup. Il faut sensibiliser les enfants. Comment on fait? Pas de compte public. Tu as un compte privé. Leur dire pourquoi on leur refuse l'accès numérique à telle ou telle plateforme ou à tel ou tel jeu, avant tel âge. Paf. Leur dire pourquoi, ben, à 5 ans, ben, peut-être que ton petit copain là ou ta copine à l'école, il a un téléphone ou l'accès à une tablette, mais toi, non, parce que c'est pas bon pour ta santé. Et ça, c'est vrai, tiens, ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule, hein, puisque c'est un super excitant. C'est un super excitant, c'est addictif. Et puis, bah, les enfants, ils font plus autre chose, quoi, hein. Il y a des bébés, ils savent juste scroller, hein. Leurs 4 autres doigts, ils ne savent pas s'en servir, hein. Et ça, c'est un constat médical. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ben, activer des fonctionnalités de protection sur les téléphones, tout simplement, paramétrer, hein, ce par quoi on a commencé. Interdire évidemment les données personnelles, mais leur expliquer pourquoi tu ne vas pas donner ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, etc., etc., à des inconnus. Évidemment, ne pas discuter avec des inconnus. Est-ce que tu connais cette personne? Tu l'as déjà rencontré? C'est un camarade de classe, etc., etc. Non? Eh bien, écoute, tu vires. Tout ce que tu n'as jamais rencontré, c'est viré. Et bien évidemment, ne pas oublier, je rappelle, 77% des infractions sont commises par des proches, donc ne pas oublier de lui dire, c'est pas parce que tu connais la personne, quelle qu'elle soit, que tu es en sécurité. Donc si c'est quelqu'un de l'école, quelqu'un du sport, quelqu'un de notre famille qui te fait des propositions qui ne sont pas correctes, eh bien, tu dois m'en parler. Tu dois vraiment m'en parler pour que je te protège. Et tu fais des captures d'écran, etc., etc. Voilà, tout ça, ça s'apprend évidemment en fonction de l'âge de l'enfant et de son évolution. On ne lui dit pas tout ça, hein, s'il a 7 ans, on ne va pas lui donner des trucs de fou. Mais on doit évoluer les conseils avec ben, la pratique que va avoir l'enfant. Le temps de connexion limité, mais ça c'est primordial, hein. Et puis surtout, 2 heures avant d'éteindre, d'aller se coucher, l'écran, il est éteint. Mais éteint l'écran, la console de jeu, tout. Un enfant, il ouvre un bouquin, c'est tout. Ou il fait un petit jeu de société, mais voilà. Pas d'écran, 2 heures, minimum, c'est 2 heures avant d'aller dormir. Et puis, arrêtez de dire du contrôle parental. Moi, c'est un mot pareil, ça me sort par les yeux. On dit de la veille parentale. Quand quand les parents emmènent leurs enfants dans la rue, lorsqu'ils sont tout petits, les font marcher sur le trottoir, les font marcher sur les passages piétons pour traverser, etc. On ne parle pas de contrôle parental, on parle de protection, de veille. Et bien là, c'est pareil. Les parents, ils veillent. Hein, on est donc la confiance doit être réciproque parce que quand un enfant a confiance dans l'adulte, il va lui confier ses soucis.
il le fera. Si c'est un adulte qui est tout le temps en train de l'engueuler, de le brimer, de le punir, il dira rien le petit. Donc voilà, une bonne pédagogie. Désactiver évidemment la caméra. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Oui, grand truc, un enfant n'est jamais responsable. Hein, un enfant n'est jamais responsable. Donc pas de sanction, mais de la pédagogie, des échanges et de la protection. Il faut leur parler du 30-18 pour les inciter à aller sur la plateforme. Il y a une application mobile dans laquelle ils peuvent, comment dire, parler avec des psys, des juristes aussi. Donc c'est intéressant même pour les parents de savoir ça. Et pourquoi pas, lorsqu'un enfant a une difficulté, qui vous en parle, même si vous savez ce qu'il faut répondre, ben pourquoi pas l'accompagner sur le 30-18 pour qu'il prenne confiance dans ses professionnels. Voilà, donc cette application mobile gratuite du 30-18, elle est anonyme et confidentielle et elle est accessible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Donc elle est ouverte aux moins de 25 ans. Donc bien évidemment qu'on peut recommander à ses enfants d'y aller, mais faut pas oublier que le parent, c'est le premier protecteur. Donc voilà, si tu as eu raconte-moi quand tu es allé, qu'est-ce que tu as demandé sur, l'application? Qu'est-ce qu'on t'a répondu? Voilà, faut pas lui interdire, mais il faut rester présent. C'est le parent qui protège. Voilà, donc on peut l'installer sur, le téléphone, de l'enfant quand il en a un. Il peut chatter, donc je l'ai dit, avec des psys, etc. Donc c'est parfois plus facile de parler avec un inconnu, donc c'est vrai. Cependant, si le lien créé avec les parents est un lien fort et un lien de confiance, l'enfant doit prioriser de parler avec ses parents. Voilà, ça doit se faire naturellement. Donc cette plateforme, cette application, elle existe, c'est super, mais il ne faut pas qu'elle soit l'unique lieu où l'enfant peut être sécurisé. Que vous dire de plus? Donc, outiller l'enfant, l'accompagner à adapter ses comportements au fur et à mesure qu'il grandit, être présent quand il appelle à l'aide, ça, c'est le rôle des parents. Donc savoir que e-enfance existe, c'est bien. Cependant, il ne faut pas lui déléguer la mission de protection de l'enfant. Alors, je vous réactive, je vous remets si j'y arrive. Voilà le lien pour cette interview. Donc, source, c'est l'Extenso, Actu Juridique, prévention en masse. Et c'est un article du 15 juin 2026. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, on ne dit jamais tout. Vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur YouTube ou sur, vous le savez, notre adresse contact que je vais afficher à son tour. N'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez être interviewé là-dessus, vous avez peut-être un vécu, expliquer du réel, parce que moi, je vous donne là des stats, donc ça, c'est de l'information. Mais pour des exemples, vous en avez dans le livre de Véronique. Mais si ça vous dit d'expliquer de l'instant vous êtes majeur, si ça vous dit d'expliquer quelque chose que vous avez vécu en ligne et qui vous a blessé, comment vous vous en êtes sorti, etc., ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et on vous contactera en retour d'une façon plus évidemment personnelle et on pourra faire une interview. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, d'ailleurs, pour chaque capsule qu'on fait, n'hésitez pas si vous avez des exemples à citer, si vous avez un thème à aborder, n'hésitez pas à nous contacter parce que, voilà, c'est bien de vous expliquer des choses, mais nous, on est quand même là aussi pour interviewer les personnes. Donc on le fait assez régulièrement. Mais parce qu'on a des contacts, on arrive à avoir des contacts avec ces personnes-là. Mais si vous, moi je ne sais pas comment vous contacter, donc si vous avez envie de traiter d'un sujet, n'hésitez pas à nous contacter donc sur
cette adresse-là. Voilà, et bien écoutez, je crois que nous avons fait le tour de la question, en tout cas ce qui me paraissait le plus urgent à partager avec vous, le plus concret. Et puis, ben, peut-être qu'on reviendra sur les violences sexuelles. On verra ce que ce projet de loi intégrale, on se fera une petite capsule à la rentrée pour voir comment ça se présente. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de partager cette vidéo autour de vous. Elle est utile, vraiment elle est utile. Je vous recommande, si le sujet vous intéresse, bah, évidemment d'acheter le bouquin de Véronique Béchu, parce qu'elle rentre dans le détail et c'est important d'être bien informé. Pour protéger autour de soi, il faut être bien informé. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.